Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des conseils de lecture. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vous ai préparé une petite sélection de livres qui sera aujourd'hui placée sous le symbole du septentrion, puisqu'il sera beaucoup question en fait de paganisme nordisant, puisque le solstice d'hiver, avec ses nombreux symboles que sont la neige, le froid, le sapin, etc., font référence plutôt à un environnement un peu plus nordisant. Et d'ailleurs ce symbole que représente le solstice d'hiver avec la nuit la plus longue de l'année, donc ce symbole de la mort et de la renaissance du soleil va être plus important chez des peuples qui vivent un peu plus au nord de l'Europe, puisque ces peuples du nord sont d'autant plus confrontés à cet hiver qui dure plus longtemps que dans des contrées plus au sud, que dans le midi, et cet hiver est plus rigoureux et plus dur, plus difficile à passer, et donc on attend le retour du soleil avec d'autant plus d'impatience. Tandis que le solstice d'été renvoie bien sûr un climat plutôt méditerranéen, avec un soleil qui est omniprésent et qui est toujours bienfaiteur, qui permet d'avoir des cultures et des récoltes abondantes. Enfin bref, passons au premier livre que je voulais vous présenter. Donc il s'agit de Symboles païens germano-nordiques de Hatuvolf Arson. Donc c'est un livre qui était assez attendu, puisqu'il n'existait pas à ce jour de synthèse véritablement claire et précise sur la symbolique des différents symboles qu'on retrouve en fait dans toutes les cultures européennes, donc plutôt germano-nordiques, mais nombre de ces symboles se retrouvent également dans d'autres cultures européennes, même celles du sud, ou même certains symboles qu'on va retrouver un peu partout dans le monde. Donc dans un premier temps, l'auteur en fait va nous présenter le pourquoi du comment des symboles, pourquoi utilisait-on des symboles, quelle était leur fonction, leur utilité, et dans un second temps il va les décortiquer un à un. Et donc pour les décortiquer, en fait il va présenter leur histoire, leur évolution et pourquoi pas leur portée moderne pour certains d'entre eux, et le tout en se basant en fait sur l'archéologie, sur la tradition, sur les travaux qui ont déjà été faits par de nombreux spécialistes de ces sujets-là. Il se base également sur l'étymologie et la linguistique notamment, et le tout pour nous présenter en fait une synthèse qui est très claire, qui est intelligible à vraiment tout le monde, qui est mise à la portée de tout le monde. Où il résume très bien en fait la portée de tous ces symboles. Quels symboles trouve-t-on dans ce livre? Alors ça va aller donc des plus communs qui sont par exemple la roue solaire, la svastika, le triskel, etc. Jusqu'à des symboles qui sont un petit peu ignorés, voire méconnus, comme par exemple la spirale, ou encore la symbolique du chiffre 9, puisqu'il y a également une symbolique numérologique dans les traditions païennes, bien qu'elle est moins importante que dans d'autres traditions plus ésotériques. Et le tout en fait est vraiment exposé d'une manière très claire, très intelligible, et qui est aussi bien documenté, puisqu'il y a une bibliographie importante, et l'auteur n'hésite pas en fait à bousculer certaines idées reçues ou à remettre un peu certaines idées dans leur contexte, remettre certaines idées reçues à leur place, et certaines images qu'on a de certains symboles dans leur contexte. Donc ce qui permet vraiment d'avoir un panorama extrêmement clair des nombreux symboles qui sont parfois méconnus, voire ou mécompris. Alors ensuite, un livre dont certains d'entre vous m'ont déjà nombreuses fois parlé dans les commentaires. Alors je le possédais il y a une certaine époque et je l'avais perdu, et aujourd'hui je viens de le retrouver. Donc maintenant je vous le présente. Les solstices, histoire et actualité de Jean Mabir et Pierre Vial. Donc là on est typiquement dans l'ambiance un petit peu de la période, puisque c'est un livre qui se consacre uniquement au solstice. On ne parle pas du tout des autres fêtes païennes qui jalonnent le calendrier, il s'agit uniquement du solstice, donc d'été et d'hiver. Et dans ce livre en fait les auteurs vont dans un premier temps décrypter la symbolique qui se cache derrière ces solstices, donc la symbolique solaire et la symbolique l'image du feu, et leur portée historique. Ensuite ils vont décrire les processus qui ont amené à la christianisation de ces fêtes et qui ont amené la plus importante qui est aujourd'hui Noël, mais aussi les feux de la Saint-Jean. Et ensuite deux parties dans lesquelles sont détaillés en fait les solstices d'hiver et d'été avec leurs différents symboles. Donc par exemple pour le solstice d'hiver, le sapin, la bûche, le feu, la couronne de l'Avent, etc. Donc ce livre c'est également un véritable manuel, puisqu'on va avoir des recettes de cuisine, aussi des conseils sur comment fabriquer soi-même ses décorations, donc pour ces différentes fêtes. Les auteurs proposent aussi un véritable déroulé des événements sur comment célébrer justement ces solstices en communauté, en famille,
donc avec une première partie qui sera plutôt cérémonielle, donc très solennelle, très sérieuse, et une deuxième partie de la soirée qui sera la veillée, donc où la boisson va couler, où les discussions vont s'animer, où la joie et la bonne humeur sera de mise. Et on a également un carnet de chant justement qui servira à égayer la soirée, et c'est vrai que souvent le chant est un côté qui est négligé, mais c'est quelque chose qui est très important parce que c'est vraiment, quand on chante comme ça à plusieurs un même chant, ça a vraiment une portée communautaire très forte, et ça a vraiment une portée assez puissante qui est tout à fait reflétée dans ce livre. Donc voilà, si vous cherchez un guide pour justement vous en apprendre plus sur l'histoire des solstices, mais également comment les mettre en pratique actuellement, mais je pense que c'est un excellent guide qui ne commet pas l'erreur de tomber dans le dogmatisme, puisque les auteurs, Jean Mabir et Pierre Vial, sont des gens qui sont très attachés à cette notion de liberté qu'on a dans le paganisme, tout en restant dans un cadre traditionnel. Donc ensuite je vous présente comme d'habitude une bande dessinée. Donc il s'agit de Vikingar par Cindy et Laura Derieux, donc qui sont deux jeunes filles très talentueuses qui ont décidé de créer une série de bandes dessinées en fait sur le thème des Vikings. Donc les personnages et les événements qui sont représentés en fait dans cette série de bandes dessinées sont des personnages fictifs dans un univers un petit peu fantastique avec de la magie, des choses comme ça. Mais malgré tout, il y a une trame de fond historique qui est réelle et très bien représentée. Puisque par exemple dans cet ouvrage-là, il va s'agir de la bataille du Svolder. Donc ceux qui ne connaissent pas cette bataille, il s'agit d'une des plus grandes batailles, une des plus connues en tout cas de l'ère viking. Il s'agit de la bataille d'une coalition contre le roi chrétien, un des premiers rois de Norvège chrétiens, Olav Tryggvason, qui a tenté d'évangéliser une partie de la Scandinavie par le sang et l'épée. Donc tout à l'heure je parlais d'univers fantastique, en fait j'aurais plutôt dû parler d'univers mythologique, puisqu'en fait toutes les créatures qui se trouvent dans ce livre sont tous issues directement de la mythologie nordique. Il n'y a pas d'ajout extérieur, donc voilà, malgré le fait que l'histoire soit fantastique, on a quand même un cadre mythologique qui est extrêmement bien précis, extrêmement fidèle en fait à l'original scandinave, et également une trame historique réelle en fond. Et d'ailleurs, elles ont eu la très bonne idée en fait d'inclure au début de la bande dessinée une double page avec un texte qui est très bien écrit et qui présente en fait aux gens qui sont un peu novices tout cet univers, cette cosmogonie nordique, cette cosmogonie viking, et les nombreuses créatures et les nombreuses notions et les nombreux noms en vieux norrois qu'on va y trouver. Et c'est en fait toutes ces notions sont expliquées, donc ça permet de s'y retrouver beaucoup plus en fait, et d'apprendre pour ceux qui connaissent un petit peu mal cette mythologie et cette cosmogonie germanique nordique. Donc voilà, au final il y a vraiment une approche assez pédagogique qui permet vraiment de s'initier, de découvrir toute cette mythologie, cette cosmogonie germanique et nordique, y compris pour les enfants, parce que c'est un livre qui est adapté vraiment à tous les âges et à tout public. Donc une BD que j'ai pris bien du plaisir à lire, et qui m'a donné envie de découvrir les autres numéros qui composent toute la série. Et pour finir, un livre qui sera tout particulièrement indiqué aux parents qui veulent faire découvrir toujours cette mythologie scandinave à leurs enfants, donc Bragi, donc conte de la mythologie nordique par Olivier Meyer avec des illustrations de Georges Brich. Donc alors j'ai pas eu le temps de lire ce livre pour la simple et bonne raison que je l'ai acquis il y a très peu de temps, et que je voulais vraiment sortir de cette vidéo très rapidement pour que si vous êtes intéressé par certains ouvrages, pouvoir les commander et que vous puissiez les avoir à temps pour les fêtes. Donc voilà, j'ai pas lu ce livre. Ceci dit, je me suis entretenu avec l'auteur, puisque j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir directement auprès de l'auteur, avec qui j'ai discuté. Donc d'ailleurs je le salue s'il regarde cette vidéo. Et donc je vais vous lire tout simplement la 4e de couverture pour que vous puissiez en fait vous faire une idée. Donc Bragi est un livre de contes de mythologie nordique tiré de l'Edda poétique, recueil islandais du XIIIe siècle de poèmes sacrés et héroïques. Bragi, dieu As de la poésie, enseignait son art au cours de banquets dans l'Asgard, le royaume des dieux As. Bragi vous enseignera la mythologie nordique, sa poésie, et fera de vous des dieux. Donc en clair, il s'agit de poèmes de l'Edda poétique qui ont été adaptés par l'auteur pour être
très accessible à un public contemporain et notamment aux enfants, puisqu'il y a beaucoup de dialogues, etc. Donc ça a vraiment été étudié pour être lu à l'oral notamment, ce qui est très bien, puisque ça permet de renouer d'un autre côté avec cette tradition orale, puisqu'on peut tout à fait s'en servir pour lire ces différentes poésies aux enfants, et ce sera peut-être plus adapté que des traductions littérales de l'Edda poétique, qui sont peut-être un peu plus difficilement compréhensibles en fait, déjà parce qu'elles ont été traduites de langues anciennes et que du coup la musicalité et justement le rythme n'est plus trop respecté une fois qu'on a traduit ces poésies en français. Donc l'adaptation permet de rétablir un petit peu ça, de rétablir cette musicalité qu'on va avoir à l'oral, et de pouvoir renouer un peu avec cette tradition orale en lisant voilà, ces histoires à ces enfants. Donc, et puis ensuite ils pourront, une fois qu'ils sauront lire, tout à fait le lire par eux-mêmes. Donc ça fait une très bonne introduction justement aussi, et puis une très bonne initiation à tout cet univers de la poésie scandinave et de la mythologie nordique. Et pour finir, je dirais que toutes ces poésies sont accompagnées de quelques illustrations, de jolies illustrations qui sont toujours bienvenues, qui apportent un petit support visuel qui est toujours le bienvenu. Donc voilà, j'espère qu'une fois de plus cette petite sélection vous aura plu. Si vous connaissez certains des livres dont j'ai parlé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit commentaire ce que vous en avez pensé. Vous trouverez également toutes les descriptions, donc toutes les références pour vous procurer ces ouvrages dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.